dignité humaine est en souffrance criante, de sorte qu'aujourd'hui, les Ivoiriens que nous voyons n'arrivent même pas à s'offrir ne serait-ce qu'une banane. Bref, je veux dire, c'est... Je voudrais, en prenant la parole, vous saluer, j'allais dire sans distinction, parce qu'une fois plus autorisé le fera, le moment venu. Très rapidement, vous remercier d'avoir pris de votre temps pour être là. Ici, au Conseil national des droits de l'homme. Je me permettais de dire notre maison. Et comme cette maison, j'allais dire le temple des droits de l'homme, qui nous reçoit des gardiens, nous allons, avec tout le respect, demander à un des représentants des gardiens du temple, le secrétaire général qui est parmi nous, de bien accepter de dire un mot. Monsieur le secrétaire général, si vous voulez bien. Merci bien, Excellence. Ben, que dire si ce n'est des mots de bienvenue de l'organisation au nom de la présidente et de l'ensemble des conseillers pour avoir choisi le conseil, le siège du conseil, pour présenter votre structure. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'Institution nationale des droits de l'homme est la maison de tous les acteurs œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. Et c'est à bras ouverts que nous vous accueillons ici et la porte vous sera toujours ouverte pour vos activités. Et je pense que c'est le lieu par excellence pour les organisations de la société civile pour mieux s'exprimer, pour mieux s'organiser et pour s'adresser à l'opinion nationale et internationale. Juste vous souhaiter la bienvenue et à tous les acteurs. Madame Picheri est là. J'ai aperçu tout à l'heure le grand frère Konaté qui est là, à qui j'adresse toutes les salutations. Ça fait quand même un moment alors qu'on ne s'est pas vu. Et tous les autres qui sont dans la salle, soyez les bienvenus. La conférence de presse. Celle que je vais présenter maintenant, elle est connue. Donc elle dirait qu'elle n'est pas à présenter, mais si elle n'est pas présente, on ne la présente pas. Mais je pense qu'elle est quand même à présenter, même si elle est connue. Il s'agit de Maître Roselyne Akasserifa, de son nom de jeune fille et de femme mariée. C'est du 2 en 1. Celle qui est la conférencière unique de ce jour. Maître Akasserifa annoncera son statut, mais je vais quand même dire un mot. Elle est la présidente élue de cette ONG qui nous a conviés ici aujourd'hui. Avant de laisser la parole, je voulais réitérer mes remerciements à l'endroit de chacun et de chacune d'entre vous pour avoir pris la peine d'arriver jusqu'ici. C'était vendredi. On dit souvent qu'on ne dit pas au chant, mais je pense que vous avez commencé par le chant et c'était un bon chant. Je salue son Excellence, Nalidi. Je salue ma sœur, que j'ai envie d'appeler Excellence, pour tout l'honneur qui lui revient, le chéri Goualé. Merci de nous faire l'amitié. Et pour tous les frères que je ne connais pas, mais que je vois présents, de nouveaux visages, respectueusement, salut. Et merci. Maître, la parole est à vous. Je vous remercie d'être là pour aller droit au but de ce qui vous permet d'être là aujourd'hui, distraire de votre temps à notre convocation. Et je cite: conférence de presse
du 28 juillet 23. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de la presse nationale et internationale, distingués invités, en vos rangs, grades, qualités et tout protocole bien observé, laissez honneur mes choix de vous transmettre au nom de la table de séance mes distinguées salutations. Je vous remercie pour votre proactivité présentielle à chacun des appels de mes amis et moi, que mes amis et moi vous portons et devant lesquels vous ne ménagez votre précieux temps comme ce jour de la présente conférence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez certainement encore en bonne mémoire la date du 14 janvier 2023 où nous portions à votre connaissance notre déclaration de démission de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, en abrégé FIDOL. Le 17 janvier 2023, faisant suite conséquente à notre déclaration du 14 janvier 2023, nous vous convoquions à une conférence de presse explicative des raisons profondes ayant motivé notre démission et mettre l'opinion publique nationale et internationale à la même échelle d'information. Lors et dans le cadre de cette plateforme, pour répondre à une préoccupation d'un de vos confrères, soumise au conférencier d'alors, s'interrogeant de savoir si notre flamme de défenseur de droits de l'homme s'éteindrait, nous lui avions répondu de ce propos précis. À vous, estimés invités et journalistes, nous vous donnons rendez-vous et à très bientôt. Nous voilà, sinon nous y voilà, et toujours avec vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de la presse nationale et internationale, auguste assemblée. Passionnés toujours de la promotion et de la protection des droits de l'homme à travers le monde, nous avons été agréablement rejoints par des amis tout aussi passionnés de la quête du mieux-être de l'être humain. De sorte que le 3 janvier 2023, le 3 juin 2023, convenant ensemble lors d'une assemblée générale tenue à Abidjan, nous avons tenté de faire converger nos idéaux dans le vaste adéquat d'une structure de défense des droits de l'homme que nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter ce jour dans sa dénomination de Chambre haute internationale pour la dignité.
dignité humaine, en abrégé CHID-H. Par nos structures si présentées, nous entendons prendre, soigner des droits de l'être humain par un nouveau regard dans sa valeur intrinsèque, dans sa conception originelle et spirituelle, le hissant dans sa pleine dignité. Et c'est fondamental. Nous séjournons notre objectif cité dans les conforts textuels de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 à Paris en son préambule au paragraphe 1er et je cite. Considérons que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. La même déclaration du 10 décembre 1948 renchérit en son article 1er en ces termes. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. La dignité de l'être humain, l'un des premiers penseurs des droits de l'homme depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle, a été retenu et précisé en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous devons à notre tour à veiller à ne pas écorcher la conviction de nos prédécesseurs. C'est pourquoi il importera et incombera à la Chambre haute internationale pour la dignité humaine, notre structure bien sûr, de préserver jalousement cette dignité marquée à l'encre indélébile, également dans nos croyances fermes que chaque être humain a droit à la dignité de la vie, à la liberté, à l'égalité et à l'équité sans distinction de race, de rang social, de sexe, de religion ou d'identité de genre. Nos missions ainsi déclinées, nos qualités de défenseurs des droits de l'homme ne sauraient manquer de bienséance en exerçant en dehors de cadres légaux et réglementaires institués. Nous conformons à la loi ivoirienne numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, nous avons procédé à la déclaration régulière de notre structure et avons obtenu le 19 juillet 2023 notre récépissé de dépôt de dossier d'association délivré par la préfecture d'Abidjan sous le numéro 1614-PA/SG/D1. Dans sa structuration et son fonctionnement stratégique,
la Chambre haute internationale pour la dignité humaine, hormis son siège social si en Côte d'Ivoire, se déploie de par sa dénomination internationale, par ses représentations pour l'heure en France, en Belgique, en Scandinavie et aux États-Unis, plus précisément en Alaska. Pour parachever mon propos, je veux vous dire qu'au terme de notre propos-ci, nous vous confions à retenir qu'ensemble, nous voulons faire de grands progrès en vue de la protection des droits inhérents à tout homme et créer un monde plus juste, plus équitable et plus digne. Je vous remercie. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Je suis Manuel Zakou, journaliste au quotidien L'Avenir. Alors, vous venez de mettre sur pied une nouvelle structure. Alors, dans toute cette multitude d'associations, d'organismes non gouvernementaux, qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau qu'on n'a pas encore déjà vu? Vous êtes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a réellement un problème de dignité humaine en Côte d'Ivoire, ce qui vous motive à créer cette organisation? Et puis, en second lieu, comment comptez-vous réellement préserver cette dignité humaine? On a encore, comme on dit, des problèmes qui sont restés en suspens avec la crise du troisième mandat, une tête coupée et 85 morts selon les autorités sans suite. Quand je dis sans suite, ça dit qu'au niveau juridique, on a la crise de 2010 avec 3000 morts, avec aucun responsable condamné à ce jour. Vous venez dans cet environnement, l'Ivoirien lambda s'est dit c'est quelque chose qui vient pour ne rien apporter parce que on continue de voir des violations des droits de l'homme qui sont devenues un peu, je pense que normal, même c'est un petit mot, mais qui sont même acceptées même par les populations en quelque sorte. Ok, la voix originale. Vous sortez pour créer cette organisation. Qu'est-ce qui va vous différencier de là où vous venez? Votre organisation voit le jour à la période électorale. Est-ce une manière de dire qu'il y a un péril à la demeure? La troisième question, est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux concernant les droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Je suis Marc Yevou du quotidien Fraternité Matin. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à partir de votre précédente association? Pour répondre, je peux dire à deux questions qui se cumulent en une, venant du quotidien et je pense de la voix originale, un peu, qui aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on apporte de nouveau, puisqu'il y a une multitude d'organisations de droits de l'homme. Pour répondre juste à ce point de question, vous avez bien lu dans ma déclaration, sinon dans ma lecture de ma conférence, que nous venons de quelque part. Et si nous venons de quelque part, déjà une structure de droits de l'homme, et que nous avons jugé utile aujourd'hui d'amorcer un pas, notre pas, c'est parce que justement, nous avons du nouveau. Et ce nouveau pour nous est que, habituellement, couramment, ce que tout le monde a l'habitude de faire, c'est de crier à la violation
pour mieux atténuer au non-respect des droits de l'homme. Mais vous avez pu bien savoir, sur entendre, que nous avons mis l'accent dans notre défense des droits de l'homme sur la dignité humaine. Parce que pour nous, le nouveau, c'est de s'y pencher concrètement sur la dignité de l'être humain. Parce que, pour notre part, parler de droits violés, politiques, juridiques, social, culturel, économique, ne fait que toucher un tout petit pan concernant un être humain. Mais défendre sa dignité et prendre en compte la partie importante, la partie capitale de l'être humain. Parce que dans toutes les déclarations des droits de l'homme, aucune d'elles n'a fait abstraction de la dignité humaine. Toutes en parlent, mais dans les faits, nous et vous constatons que cette dignité importe peu. De sorte que nous voyons que même dans le pays dit protecteur, grand protecteur des droits de l'homme, l'homme est bafoué, traité de façon inhumaine et dégradante, et cela nous choque. De sorte que pour nous, il y a lieu de relever, d'attirer l'attention des uns et des autres dans cette quête de défense des droits de l'homme, de préserver ce qu'est la dignité. Parce qu'un homme peut avoir ses droits rétablis, mais s'il a perdu sa dignité, quant à savoir quel moyen a-t-il usé pour obtenir le rétablissement de ses droits, il sera toujours esclave quelque part. Et pour nous, la dignité de l'homme relève véritablement dans sa restauration de sa vraie liberté et donc du rétablissement de son vrai droit. Vous savez, on ne peut pas véritablement parler de défense des droits de l'homme ou de dignité humaine sans faire référence aux avocats. L'avocat, par essence, la fonction d'avocat, c'est un sacerdoce. Et vous verrez que la plupart des législations à travers le monde ont fait de l'avocat le personnage qui est au début et à la fin d'une vie. Il y a des situations pour lesquelles un détenu n'a pas droit à des visites. Seul un avocat peut lui parler. Donc nous sommes dans l'intimité des hommes. Cela me fait penser à l'écoute des questions qu'on a dit que mais il y a déjà une multitude d'associations. Qu'est-ce que la HIDH peut apporter de plus? Cela m'amène à me référer à cette pensée de Martin Luther King. Il disait, ce qui m'effraie, ce n'est point l'oppression du méchant, mais le silence du bon. L'oppresseur, il va agir, mais jamais ne vous rendez pas coupable de la méchanceté des hommes. C'est le rôle que doit jouer le défenseur des droits de l'homme. 3000 morts, finalement, aucun responsable, et finalement, le peuple qui a subi tous ces torts est en train de se dire à quoi bon les droits de l'homme. Qu'est-ce que voudra une nouvelle structure? De quoi va-t-elle parler? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter de nouveau? Sur cette préoccupation
par la voix des journalistes que vous êtes, et certainement le cri de cœur des Ivoiriens, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, je peux dire, quand on entend parler de droits de l'homme, le premier mot qui sursaute, c'est effectivement le droit. Donc, le droit de l'homme, il y a lieu dans l'entendement. Dans un premier temps, on pense à la défense. Voilà pourquoi on dit défenseur des droits de l'homme. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, il y a eu des crises. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, quand il y a du tort, la place n'est pas ouverte à ceux qui ont subi ce tort de se rendre justice. Voilà pourquoi, pour mieux exercer leurs droits, pour mieux faire défendre leurs droits, la grande porte de la justice leur est ouverte. C'est cette porte certainement qui a été empruntée pour aller jusqu'à la CPI, traduire des personnes soupçonnées et non pas coupables pour être jugées des faits qui leur sont reprochés. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est vrai, on a constaté effectivement des morts. On a voulu juger des personnes. Mais dès qu'on amorce le volet judiciaire de cette défense des droits de l'homme, il y a toute une procédure, toute une ligne de conditions à réunir pour atteindre l'objectif que nous visons, c'est-à-dire qu'on nous rende justice. Mais nous avons été tous là en Côte d'Ivoire, moi particulièrement, à suivre de bout en bout le procès phare qui s'est passé à La Haye contre les anciens dirigeants de cette Côte d'Ivoire. Ce qui en est sorti, loin de moi d'être magistrat, parce que je suis avocat, de réjuger ou d'apporter pour moi une opinion nouvelle, parce que par ma fonction, je m'en tiens au droit. Et nous parlons droit, parlons de droit de l'homme. Ce que le droit a dit est que ces personnes sont déclarées non coupables. Ces personnes sont effectivement déclarées non coupables, c'est écrit, c'est dit, c'est décidé. Si les gens estiment que leurs droits qui ont été violés n'ont pas été respectés, je pense pour moi qu'il y a des voies de recours, puisque pour défendre ces droits, on est obligé d'aller à la justice. Il y a des voies de recours qui s'offrent à toutes ces victimes pour retrouver encore des preuves plus accablantes, des témoignages plus probants, pour que même si l'autorité de la chose jugée s'imposera à eux sur un certain temps, s'il y a des faits nouveaux qui peut-être pour eux n'ont pas été touchés dans cette affaire et qui pour eux semblent incriminer encore des personnes, je pense que ces personnes, ces victimes, ont la main libre. Et je ne crois pas qu'on puisse les empêcher d'exercer leurs droits parce que justement, nous sommes là. Au moment de tous ces faits, au moment des jugements, nous n'existions pas. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes bien placés pour les aider à atteindre leur but, à satisfaire leur mécontentement. Nous étions là aussi. Nous pouvons dire, si nous naissons aujourd'hui, c'est parce que justement, cet état de lieu-là est alarmant.
Et pour nous, surtout la dignité humaine est en souffrance, criade, de ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens que nous voyons n'arrivent même pas à s'offrir ne serait-ce qu'une banane. Brésil, je veux dire, c'est difficile, c'est compliqué pour un père, pour une mère de ne pas pouvoir donner les 3 repas à ses enfants parce que les enfants n'attendent pas. Quand ils crient à la faim, quand ils crient à leurs besoins, la dignité de papa, de maman est bafouée quand il n'a rien à leur donner pour les calmer. Voilà pourquoi nous voulons œuvrer à interpeller toutes les autorités publiques et même privées qui sont naturellement et en premier plan ceux qui manquent de respect à la dignité par des licenciements injustes au père de famille infligés à des salariés pour que ce genre de pratique puisse s'arrêter et que chacun puisse exercer son rôle quand il a le droit et non dans l'injustice, dans l'arbitraire, dans le traitement de déploiement de mesures. C'est pour ça que nous sommes là. Nous voyons, nous pouvons faire de nouveau et vous pouvez compter sur nous. Si j'ai bien compris vos questions, qu'est-ce que nous allons apporter pour qu'on arrive à des résultats concrets? Je vais vous donner une image simple que je sais que tout bon Africain peut comprendre. C'est que quand on est faible, on est seul. Et qu'on croise un autre faible, on est faible, toujours, on est plus seul. Donc, 2 faibles peuvent être toujours faibles. 3 faibles, 4 faibles pour nous, et 10 faibles pour ceux qui sont plus forts. Donc, la force des organisations de la société civile se trouve aussi dans le nombre. Nous sommes dans un pays qui a choisi pour mode de gestion la démocratie. La démocratie, c'est la loi du nombre. Donc, le simple fait de voir chaque jour, même s'il le faudrait, la naissance d'une organisation de la société civile qui se préoccupe des droits de l'homme et de la dignité humaine, c'est à saluer parce que ça renforce le nombre de citoyens qui en font une priorité. Ça, c'est déjà la première réponse que je voudrais apporter. La deuxième réponse, la question à savoir l'état de nos lois, l'état de droit sur le droit en Côte d'Ivoire. Bon, peut-être que les journalistes nous posent la question pour nous titiller, sinon l'état des droits en Côte d'Ivoire, c'est connu. Vous avez donné des exemples, les gens sont en état 2010, mais moi je vais à 2000. Et je dis sous le couvert de la présidente, Maître Akassé Park et de Mandeli Bouali, qui sont des avocats, que la majorité des crises en Côte d'Ivoire ont été la résultante, la plupart du temps, de décisions judiciaires. Que ce soit en 2000, il était question d'exclusion du capital, que ce soit en 2010, il était question d'un conseil constitutionnel sorti de ses prérogatives légales, que ce soit en 2020, une constitution dont on nous a donné un sens avant de voter et un autre sens après l'avoir voté. À la question de pourquoi notre naissance à la période électorale, je voudrais tout de suite dire, mais pourquoi pas notre naissance à la période électorale? Au contraire, notre naissance justement à la période électorale est capitale. Un nouveau regard, une nouvelle vision, voir et défendre les droits de l'homme autrement. Nous vous l'avons dit. Et pour cela, quant à notre distinction
relativement à nos sœurs, à nos prédécesseurs, des défenseurs de droits de l'homme et de présidentes d'associations de société civile, nous voulons vous dire ceci et aujourd'hui, notez-le bien. Chez nous, à la Chambre internationale de la dignité humaine, il est strictement interdit de nous efféoter à un parti politique. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des sociétés civiles. Nous sommes de la société civile. Je voulais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis, frères de la presse nationale et internationale ici présents, tous mes remerciements pour votre présence massive dans cette salle du Conseil national des droits de l'homme.